Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles du ciel que je vous conseille d'observer en ce mois de février 2024. La Lune s'habille d'une belle lumière cendrée le 12, puis est en conjonction avec Jupiter le 15. En premier quartier, elle élit domicile sous les Pléiades le 16. Mars et Vénus sont en conjonction le 22. Et même si ce n'est pas un phénomène céleste, nous reviendrons sur les raisons de cet étrange 29 février. Au micro, comme chaque mois, Cyril Birnbaum nous conseillera pour réussir une belle photo du ciel et Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage de l'histoire de l'astronomie. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez décidé de nous parler de ce fameux 29 février, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Je rebondis sur ce que vous proposiez. Effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il parfois 29 jours en février, alors que la plupart du temps, on n'a que 28 jours ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre ne met pas exactement 365 jours pour accomplir sa révolution autour du Soleil. Mais plus précisément, elle va mettre 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Ce qu'on peut également dire, donc 365 jours, 365,2425 jours. Donc 365,2425 jours qu'on arrondit souvent à 365,25. J'espère que tout le monde me suit bien. Le problème est connu depuis très longtemps et Jules César, avec son astronome Sosygène, réforme le calendrier à son époque pour tenir compte justement de cette petite différence, et c'est là qu'on introduit la règle qui veut que tous les 4 ans, on ajoute un jour supplémentaire dans le calendrier. Mais la durée de l'année utilisée par Jules César, donc 365,25 jours, est un peu trop longue par rapport à la réalité. C'est une différence d'environ 11 minutes par an, ce qui provoque une dérive de la date de l'équinoxe de printemps d'un jour tous les 128 ans par rapport aux saisons. Du coup, quelques siècles plus tard, au début du XVIe siècle, l'équinoxe tombe le 11 mars, alors que la date du printemps a été fixée au 21 mars. Et à l'époque, c'était hyper important d'avoir une date de l'équinoxe et du début du printemps bien fixée, parce que c'était important pour déterminer la date de Pâques. Je ne vais pas m'étendre, ça nous emmène sur un autre sujet. Mais il se trouve que cette dérive est très embêtante, pour rester poli, dans le calendrier notamment utilisé dans le monde chrétien. Donc le pape Grégoire XIII décide de réformer le calendrier en 1582 avec l'aide surtout de l'astronome Clavius. Donc pour établir la coïncidence du début des saisons aux dates définies, il supprime tout simplement 10 jours dans le calendrier. Alors, on va passer directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre 1582. Assez radical quand même. Ouais, radical, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien. Et puis, deuxième point, pour éviter que ça ne recommence, qu'on recommence la dérive du calendrier, on supprime 3 années bissextiles en 4 siècles. Ainsi, seules les années séculaires divisibles par 400 restent bissextiles. Ainsi, les années 1700, 1800 et 1900 n'ont pas été bissextiles, mais 2000 l'a été. De même, 2100, 2200 et 2300 ne seront pas bissextiles, notez-le, mais 2400 le sera. Ainsi, en 400 ans, on a 303 années de 365 jours et 97 années de 366 jours. Et voilà comment l'année grégorienne, finalement, réussit à avoir en moyenne une année qui dure 365,2425 jours, même s'il y a quelques petits chouïas, des petites merdeux qui restent là à la fin. Et la raison, la conséquence, c'est qu'en gros, dans à peu près 10 000 ans, il faudra raboter une journée dans le calendrier. Ah là là là. Voilà. Donc si j'ai bien compris, on a un 29 février grâce ou à cause de Jules César qui voulait récupérer ce fameux un quart qui nous manque pour l'année. Et si j'ai bien compris aussi, il n'y a pas tous
les 4 ans à 29 février. Exactement. Et c'est pas que les années où il y a les Jeux Olympiques. Et c'est pas que ça, je l'ai encore lu la semaine dernière. Ah ouais, bien. Merci beaucoup pour cette chronique, Sébastien. Je vous laisse la parole, tiens, puisque très bien. On va évoquer cette belle lumière cendrée qui nous est promise le 12 février, premier phénomène observable. On oublie parfois, surtout lorsqu'on habite au cœur d'une ville dense où l'horizon est rare, mais la lumière cendrée, ça reste un spectacle tout à fait magique. Et on en a parlé rapidement le mois dernier, mais il est quand même assez étonnant qu'il ait fallu attendre le 15e siècle, je crois, pour qu'on lui trouve une explication. Oui, donc ce clair de terre, on rappelle un tout petit peu la lumière cendrée. Donc c'est le fait de pouvoir observer l'intégralité de la surface de la Lune quelques jours avant ou après la nouvelle Lune. Donc on voit un fin croissant de Lune directement éclairé par le Soleil et le reste de la Lune est éclairé par un clair de terre. Ça paraît très logique quand vous l'expliquez comme ça, mais il a fallu du temps pour le comprendre. Oui, très très longtemps. Et aujourd'hui, le premier écrit qui fait acte finalement de découverte, c'est Léonard de Vinci. Dans son codex L'Essaïter, qu'il a composé aux alentours de 1510, dans son codex, on voit clairement, même le schéma, il dessine réellement l'explication qui est juste de ce clair de terre. Alors là où il se plante quand même notre ami Léonard, c'est que pour lui, les mers lunaires sont vraiment remplies d'eau. Les océans de l'eau, voilà. Mais c'est pas très grave. Personne n'est parfait. Il n'avait pas écouté les podcasts, forcément, sinon vous imaginez, il sera à notre place. Mais toujours est-il qu'il comprend le phénomène. Et pour info, le codex est certainement aujourd'hui encore l'ouvrage le plus cher jamais vendu. Il avait été acheté par Bill Gates dans les années 90. À l'époque, c'était une $30 millions. Aujourd'hui, rien n'a dépassé cette enchère. Et je vous rappelle que ce qu'on a déjà évoqué, je crois, ce codex avait été présenté à Paris lors d'une exposition au Jardin de Luxembourg, et donc c'est vrai que c'était certainement émouvant de voir finalement cette explication faite par Léonard de Vinci de la lumière cendrée de la Lune. Donc pensez-y le 12, quand vous regarderez la Lune, pensez à Léonard de Vinci. Et si vous êtes un astronome plus aguerri, il faut peut-être signaler que la Lune sera observable, mais en très très fin croissant, dès le 10. Alors là, comment on s'y prend, Cyril, pour observer un croissant aussi fin ? Ah oui, alors c'est même très très fin, c'est moins de 1%, c'est 0,8%, donc c'est vraiment rikiki, hein. C'est une petite virgule, un cil dans le ciel. Ouais. Donc un beau challenge. C'est un gros challenge en fait. Surtout qu'on peut pas s'entraîner avant, vu qu'elle est en lune grimpante. Donc en fait, le lendemain, elle est à 4% et le surlendemain, elle est à 8%. Donc c'est déjà raté. Donc c'est vraiment le 10. Il faut attendre le coucher du soleil. Le soleil va se coucher à 18h02. Enfin, alors je l'ai pris pour Paris là. Mais en gros, juste un tout petit peu après 18h, le soleil se couche et la lune se couchera à 18h47. Alors vous savez qu'une fois que le soleil est couché, en réalité, il fait pas nuit clic-clac comme quand j'appuie sur l'interrupteur. Donc il va falloir quasiment attendre une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes pour qu'il commence à avoir un un ciel sombre. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir commencer vers 18h20, entre 18h20 et 18h30 selon l'endroit où vous êtes, à tenter une photographie. Tenter une photographie parce qu'il va vous falloir forcément, ça se couche à l'ouest, il va vous falloir un horizon, alors là en l'occurrence c'est plutôt sud-ouest, bien dégagé, parce que à 18h30 elle sera à 5 degrés au-dessus de l'horizon. Donc 5 degrés c'est tout petit, hein, c'est un champ de jumelles. Donc là, vous essaierez de prendre un téléobjectif. Pas besoin d'avoir une monture, il suffit d'un trépied. Pensez bien à avoir un déclencheur ou une télécommande ou votre téléphone. Maintenant, les téléphones sont connectés aux appareils photo, oui. Vous pouvez tenter aussi avec un smartphone, là, hein, assez facilement. C'est-à-dire que maintenant, sur les smartphones, vous savez, vous avez des smartphones qui ont plusieurs objectifs, donc quasiment des petits téléobjectifs, donc c'est peut-être même plus facile de tenter avec ça. Pensez à acheter ou à avoir une pince pour accrocher votre smartphone sur le trépied, ou sinon d'arriver à vous caler sur une rambarde ou quelque chose. Donc facile à faire. Ce qui est joli sur ces lumières cendrées, c'est d'avoir à la fois encore un peu de lueur du ciel, et puis un petit fin croissant. Donc moi j'essaierai quand même
au téléobjectif ou à la petite lunette ou au télescope, en essayant d'avoir un petit mètre de focale pour avoir le fin croissant. Voilà. Le très très fin croissant. Je crois que le spécialiste de beaucoup de choses, c'est Thierry Legault qui nous a sorti des super belles photos. Je ne sais pas le pourcentage qu'il a eu, mais 0,8 il a dû le faire. Je crois. On passe au 15. Alors la Lune toujours, cette fois-ci elle est en croissant un peu plus conséquent et elle sera en conjonction avec Jupiter. Cyril, quelle est la séparation de ces deux astres? C'est 7 degrés, donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 7 degrés, ça rentre pas dans le chercheur du télescope, ça rentre pas dans une paire de jumelles, qui est plutôt autour de 5-6 degrés là. Donc il faut bouger la tête. Il faut bouger la tête. On regarde ça à l'œil nu. Vous pouvez soit passer de l'un à l'autre, soit regarder effectivement à l'œil nu. Par contre, ça rentre dans un téléobjectif de 200 mm. Donc au téléobjectif sur un trépied, vous aurez les deux. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir Jupiter avec les bandes des satellites, etc. En fait, vous allez avoir le croissant lunaire et puis un petit point, un point brillant à côté, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de la magnitude de Jupiter à cette période? Alors pas moi, parce que j'ai pas fait mes devoirs. Mais non, j'ai pas regardé non plus, mais c'est vrai que ça baisse, ça baisse un peu, bien, mais ça reste un astre complètement remarquable. Je pense qu'on est encore plus éclatant que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Donc impossible de rater cette conjonction le 15. Le lendemain, toujours la Lune, cette fois-ci elle rend visite aux Pléiades. Sébastien, est-ce que la Lune n'est pas trop brillante là pour qu'on distingue encore à l'œil nu les Pléiades à côté? Non, elle est en dernier quartier. Alors c'est vrai que si la Lune avait été pleine, ça aurait été beaucoup plus embêtant pour voir l'amas des Pléiades, mais là ça reste parfaitement acceptable. Et donc c'est quelque chose qui ne se rate pas. La Lune, on la remarque bien, les Pléiades aussi. Et ce qui est marrant, c'est que la Lune va vraiment traverser l'amas des Pléiades au point d'occulter certaines des étoiles de l'amas, et donc c'est quelque chose qui, alors à l'œil nu c'est un peu difficile, mais avec une paire de jumelles tout simplement peut se voir parfaitement bien. Je vous rappelle que la Lune se déplace très très vite sur le fond du ciel. L'observation, vous la commencez vers 21h, 3 heures après le coucher du soleil. Vous regardez la Lune et en 1 heure, la Lune bouge de l'équivalent de son diamètre. Donc faut pas rater le coche malgré tout, puisque voilà, ce mouvement est extrêmement rapide et là encore, ça nous permet, grâce aux Pléiades, de mettre en lumière l'avancée réelle de la Lune autour de la Terre. Donc c'est une observation à faire le 16. On passe au 22. Maintenant, le 22, Mars et Vénus, dont on n'a pas parlé depuis un bout de temps. Elles seront en conjonction à moins de 1 degré. Ça, c'est proche quand même, Cyril. C'est proche, mais c'est le matin. Non, c'est pour ça qu'on n'en parle pas depuis longtemps. Cyril le rabat-joie. Ouais, je suis terre à terre. Oui, mais c'est le matin, donc, mais c'est quand même visible. Oui, c'est visible. C'est-à-dire que si vous êtes un lève-tôt et vous partez bosser quand même avant 7h du matin, oui, c'est visible. Elles doivent se lever vers... Si vous êtes sur le oui, mais je vous rappelle, c'est encore l'hiver là. Il fait frais. Donc, si vous allez chercher du bois avant que votre famille se lève pour réactiver la cheminée, donc vous pouvez passer une tête dehors, pensez bien à mettre un bonnet, et donc à 6h50 Vénus se lève, Mars se lève juste dans la foulée à 6h54, elles sont à 1 degré l'une de l'autre, donc ça fait 2 petits points côte à côte, donc c'est facilement observable en fait, mais ça va être rapidement dans les lueurs du jour, puisque le soleil se lève à 7h47, ça veut dire que si vous attendez 7h20, les deux astres seront à 3 degrés au-dessus de l'horizon sud-est. Donc il faudra quand même avoir l'horizon bien dégagé. Effectivement. Et il n'y a pas de mer à l'est. Ah si. Si, il y a des gens qui doivent avoir la mer et un horizon plat à l'est. Oui, quand même, ça arrive. Bien sûr. Très bien, merci pour cette petite séquence, l'astronomie au XVIIe siècle. Donc avant d'aller chercher du bois, observer Mars et Vénus. On passe au 29. Non, parce que le 29, finalement, on en a déjà parlé. Donc c'est ce fameux jour supplémentaire que l'on doit... Bon anniversaire à tous les natifs du 29 février. Et à dans 4 ans. L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. Mais je crois me souvenir que nous sommes en pleine série éclipse. La dernière fois, vous m'avez cuisiné sur ce que j'aurais voulu voir. Oui, si j'avais eu la chance de voir une éclipse. C'est quoi le thème c'est la suite. Maintenant, c'est le lieu, en fait. Comment trouver, déterminer l'endroit où vous allez observer cette éclipse. Donc, il se trouve qu'il y a un site qui est vraiment le site référence, qui est de Xavier Jubier, qui est X Jubier,
Jubier.fr. Et sur ce site, en fait, il a référencé à la fois toutes les éclipses, les précédentes et les futures. C'est vraiment votre site de ressources. Donc là, si on prend la prochaine aux États-Unis, qui aura lieu le 8 avril, vous apprenez qu'elle commencera à 17h12 le premier contact, donc la phase de partialité, que le maximum aura lieu entre 18h29 et 18h33, que la fin aura lieu à 19h53. Alors là, je suis en temps universel, donc il faudra retirer 6 heures. Et puis surtout, vous allez apprendre qu'elle est à quasi 70 degrés de hauteur, quasi plein sud, quoi. Donc, et sur ce site, en fait, vous avez la bande de centralité, parce que vous savez, pour voir une éclipse totale, il faut être au bon endroit. C'est-à-dire que la bande d'ombre, elle fait, en général, alors là, j'ai pas vérifié, mais elle doit bien faire 300 km, j'imagine, de large, là. Vu que l'éclipse est assez longue et fait 4 minutes 20, vous me regardez avec des gros yeux, donc je vais refaire un chiffre avec 200, mais je continue à dire que ça doit pas être loin de 300. Non, mais je pense que c'est 300, en fait, parce que 200 km, c'est 2 minutes quelque chose. Ouais. Donc, c'est ce qui est en 99. Ouais. Donc j'imagine que c'est 300. On vérifiera à un moment, peut-être un jour. En tout cas, il faut être au plus proche du centre, voilà, de cette ligne. Et donc ce que vous allez faire, en fait, c'est que sur ce site, vous avez en fait la possibilité d'aller, les cartes de centralité ont été mappées en fait avec la carte de Google Maps. Donc vous pouvez vous balader sur la centralité et essayer de repérer à la fois les routes, des villes, avec plusieurs critères. C'est-à-dire que on en parlait la dernière fois, c'est est-ce que vous avez envie d'être tout seul pour vivre tout seul? Est-ce que vous partez plutôt en famille? Est-ce que vous partez entre copains? Est-ce que vous êtes dans un groupe et vous accompagnez du monde? Ou est-ce que vous voulez vous joindre à d'autres gens? Aussi, ça peut arriver. Je sais qu'à Nashville, donc en 2017, j'avais prévu en fait d'aller à un endroit où il y avait des concerts. Bon, au final, au dernier moment, je suis pas du tout allé par là parce que je sentais qu'il allait pas faire beau. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir plusieurs points de chute. Ce qui est intéressant en fait sur le choix de ces points de chute, c'est-à-dire donc trouver des routes qui vous permettent d'y accéder, et puis après vous avez Internet qui va vous aider. C'est-à-dire que ce que vous voulez aussi, c'est d'avoir un joli premier plan. Vous pouvez rajouter des critères qui peuvent être l'accessibilité, effectivement avoir des vraies routes pour y aller et des vraies routes pour partir très vite si vous sentez qu'il y a des nuages qui arrivent, donc pas trop loin d'une route où on peut circuler très rapidement, voilà, pas un petit chemin de terre, quoi. Vous avez d'autres critères qui sont sur votre premier plan. Est-ce que vous voulez de l'eau, un lac, une rivière pour pouvoir avoir un premier plan avec des reflets, ce qui est toujours assez joli. Vous allez avoir pareil, imaginer des collines ou être au-dessus. Enfin, vous avez plusieurs possibilités. Je sais que dans la région du Texas, par exemple, vous avez des champs de bleuets. Donc, est-ce que la prochaine photo dans Ciel Espace dans 2 mois, ce sera pas un champ de bleuets avec une éclipse au-dessus, par exemple? Donc, vous avez plusieurs critères comme ça, et il va vous falloir en fait trouver le lieu qui vous paraît bien. Donc, en regardant les images sur Google par la suite, une fois que vous les avez identifiées sur cette carte où on a la bande de centralité. Le truc, c'est qu'une fois que vous savez où vous êtes la veille, ça vaut le coup d'être déjà dans la centralité la veille, donc comme ça il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que si votre bagnole démarre pas, vous êtes dedans, parce que ça serait dommage. Voilà, il vaut mieux qu'elle démarre pas la veille. Il faut prévoir effectivement de l'eau, de quoi manger, parce que vous allez arriver tôt en réalité, c'est-à-dire que de toute façon vous n'allez pas dormir la veille, donc dès que tout le monde est prêt, même en famille, vous partez très rapidement en fait. En plus on a toujours un petit stress, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir 1 million de personnes, des embouteillages, on va être bloqué, etc. Donc c'est vrai que c'est bien d'arriver le plus tôt, d'avoir tout préparé. L'autre truc aussi, c'est donc d'avoir votre spot principal et puis quelque chose qui est en gros 1h30 à l'ouest et 1h30 à l'est. Et maintenant, vous avez en fait une chose qui est assez pratique, c'est les webcams des villes. C'est-à-dire que pendant 15 jours avant, vous commencez à repérer sur les webcams la météo, parce qu'en fait, il peut faire très très beau et il peut y avoir
sur une éclipse, entre autres celle-ci qui va être à 13h30, et en fin de matinée, des nuages qui commencent à arriver. Donc ça vaut le coup de repérer comment avancent un peu les nuages. Donc une quinzaine de jours avant, vous commencez à papillonner en fait sur les webcams des villes, des différents sites. Donc là, on a San Antonio, Dallas, il y a pas mal de villes un peu connues où il y aura plein de webcams. Et ça, c'est une des astuces en fait assez pratiques pour arriver à le jour même, voire le matin, décider en fonction de la météo locale et en fonction des webcams et de l'évolution que vous avez repérée sur les jours précédents, le bon endroit où vous allez partir. Voilà, et donc la prochaine fois, on parlera matériel. Super, merci beaucoup. Écoutez, avec tous vos conseils, je pense qu'on va tous pouvoir nous retrouver juste à côté de vous, le jour même de l'éclipse. Bienvenue. La fin de cette émission approche. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un objet céleste, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Je répète cette liste quasiment à toutes les émissions. Vous avez le choix, bien sûr, si c'est de l'astronomie dont il s'agit. Sébastien, de quoi allez-vous nous parler ? Un roman, une 50aine de pages, très court, pas forcément toujours simple à lire, mais 50 pages de bonheur. Un roman écrit en 1608, publié en 1634. C'est Kepler qui l'a rédigé, donc il a été publié 4 ans après sa mort par son fils, et c'est le songe de Kepler, le songe ou l'astronomie lunaire. C'est un roman qui frise un petit peu le roman autobiographique et de science-fiction. Donc ça nous raconte l'histoire de Dura Cotus, un jeune Islandais dont la mère est sorcière et qui au gré des aventures va se retrouver sur une île qui n'est autre que la Lune finalement. Et donc l'idée c'est l'observation de la Terre depuis la Lune et la découverte de la Lune telle que Kepler peut la concevoir à l'époque. Alors c'est drôle parce qu'on sait que la maman de Kepler a eu quelques soucis avec la sorcellerie. Il y a un procès pour sorcellerie qui a donc concerné la mère de Kepler, donc voilà, il en parle dans ce bouquin, et donc c'est rigolo parce que voilà, il y a quelques éléments autobiographiques dans le roman. Et donc c'est quelque chose que l'on trouve assez facilement chez le libraire, c'est régulièrement publié, et donc voilà, je vous invite à vous tourner vers ce songe de Kepler, qui est assez éloigné des ouvrages très austères que Kepler nous a donné l'habitude de lire, ou de tenter de lire. Très bien, merci beaucoup. On parcourra le songe de Kepler. Cyril, quel est votre coup de cœur ? C'est un événement organisé par l'Association française d'astronomie, c'est les nuits des étoiles de l'hiver. Ça aura lieu le 9, 10 et 11 février. Alors vous vous souvenez, le 9, 10, 11, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait essayer de tenter d'observer la Lune le fin croissant. Donc là, vous pourrez le faire dans des clubs d'astronomie, dans des lieux où il y aura des professionnels ou des amateurs confirmés qui vous aideront. Ce qui est assez intéressant, donc si vous allez sur le site de l'AFA, afaastronomie.fr, vous allez en faire dans la rubrique événements, vous avez ces nuits des étoiles de l'hiver. Et vous allez avoir les lieux de rassemblement. Donc ça, c'est un moment sympa pour aller dans les clubs, rencontrer un peu des gens et puis surtout observer dans des télescopes différents. C'est-à-dire que c'est quand même les moments où vous pouvez observer dans une lunette, observer dans un petit télescope, un gros télescope, observer aux jumelles, avoir des passionnés qui vous racontent des choses, comparer même du matériel, des oculaires, toutes sortes de matériel qui vous permet de faire soit un choix, soit d'adhérer au club à côté de chez vous et d'y aller tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Les nuits des étoiles d'hiver, ça permet aussi d'observer la nébuleuse d'Orion pour la première fois peut-être, puisqu'en été c'est quand même plus compliqué en général. Ou prendre en photo le crabe. Prendre en photo la nébuleuse du crabe. Merci messieurs, les éphémérides de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Birnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée par David Fossé. Je vous rappelle que nous enregistrons aussi chaque mois un podcast destiné à nos abonnés. Il y est question de cosmologie, l'histoire de l'astronomie, d'astrophysique, de planétologie et de 1000 autres merveilles. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour les découvrir. Il en existe aujourd'hui plus d'une centaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de nos podcasts.